Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler des protéines végétales. Alors les protéines végétales, elles sont souvent opposées aux protéines animales et pourtant en nutrition, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines végétales, il faut en avoir quand même une connaissance puisqu'elles ont des atouts mais aussi des inconvénients. Et elles ne sont pas adaptées à tous les profils digestifs. Alors comment faire si on veut inclure les protéines végétales dans notre alimentation? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme humain, il est à la base celui d'un chasseur-cueilleur. Donc ce sont des apports alimentaires qui sont mixtes. Ensuite, du coup, l'être humain, il a adopté les céréales dans son alimentation, puis les légumineuses, quand l'homme a commencé à cultiver et à apprivoiser ses végétaux. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des protéines végétales, elle n'est pas, du coup, comme je vous disais, faite pour tout le monde. C'est selon les systèmes digestifs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et cela va surtout concerner la fréquence de consommation de ces protéines végétales en fonction de la tolérance de chacun. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une protéine et à quoi ça sert ? Alors les protéines, ça sert à beaucoup de choses et on s'en sert finalement tous les jours. Une protéine, du coup, c'est un assemblage d'acides aminés, dont 9 principaux qui sont la tryptophane, la méthionine, la lysine, la leucine, l'isoleucine, la phénylalanine, la thréonine, la valine et l'histidine. Alors ces protéines, elles sont qualifiées d'essentielles à l'organisme puisqu'en fait l'organisme ne peut pas les fabriquer lui-même. Dans ce cas-là, du coup, l'alimentation, c'est le seul moyen d'apporter ces acides aminés au corps. Alors quand on parle de protéines, on pense très régulièrement aux sportifs et aux muscles, mais en réalité, les acides aminés, donc qui sont les petites briques qui constituent les protéines, sont les matériaux de base de presque tous les neurotransmetteurs, les anticorps ou encore les hormones. En plus de tout ça, le foie utilise aussi les acides aminés pour maintenir son propre métabolisme et les tissus et les organes les utilisent pour le renouvellement cellulaire et y compris le système osseux. Par exemple, la glutamine assure le renouvellement du tissu intestinal et la carnitine permet la pénétration des acides gras à longue chaîne dans nos cellules. C'est pour vous dire qu'elle joue vraiment un rôle structurel et fonctionnel majeur pour notre corps. Donc une fois ingérés et digérés, les acides aminés vont être à la disposition de l'organisme en l'espace de quelques heures. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun système de stockage n'est prévu par le corps pour les acides aminés. C'est-à-dire qu'ils sont soit utilisés directement, soit ils sont éliminés. Et c'est ce qui nous oblige à les apporter finalement de manière régulière dans notre alimentation tous les jours. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de la différence entre les protéines animales ou végétales et lesquelles privilégier. Donc sur le plan nutritionnel, la principale différence entre les protéines animales et les protéines végétales, elle tient finalement dans la composition de la protéine, c'est-à-dire si elle est complète ou non complète, et du coup dans la biodisponibilité de celle-ci. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien on estime qu'une protéine, elle est complète lorsqu'elle contient au minimum les acides aminés essentiels. Ce qui correspond donc dans les protéines animales à la viande, aux œufs ou encore aux poissons. Et dans les protéines végétales, il y en a quelques-unes qui sont complètes, qui sont le soja, le quinoa et le sarrasin notamment. Alors après avoir eu la connaissance de la protéine, savoir si elle est complète ou incomplète, il reste encore le sujet de la biodisponibilité. Effectivement, dans les protéines végétales, la biodisponibilité, elle reste moindre par rapport aux produits animaux. Alors pourquoi est-ce que la biodisponibilité est plus faible sur les protéines végétales ? Eh bien c'est en raison en fait de leur moins bonne digestibilité. Alors cette biodisponibilité, elle est notamment établie par des scores comme le score PDCAAS ou encore le score DIAAS qui sont publiés par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Ces scores, ils prennent en compte la composition des acides aminés mais aussi la digestibilité de ces derniers. Alors ce sont des indicateurs qui sont très techniques et qui sont aussi sujets à controverse. Par exemple, le soja y obtient un bon score nutritionnel, mais il se retrouve derrière les produits laitiers qui, nous savons, sont source de nombreuses intolérances. De plus, en 2005, des chercheurs canadiens ont démontré le fait que ces scores ne prenaient pas en compte l'effet des antinutriments dans les protéines végétales, ce qui diminuerait le score du soja ou du pois de 50%. Donc, en clair, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que
la composition d'un aliment ne dit rien sur sa biodisponibilité. Donc effectivement, je vous ai parlé des antinutriments par exemple dans les protéines végétales, qui sont par exemple les lectines ou encore les inhibiteurs de trypsine, qui en fait représentent l'inconvénient majeur de ces protéines végétales. Je vous donnerai quelques petites astuces par la suite pour essayer de diminuer les effets de ces antinutriments dans les protéines végétales et les adapter en fonction des tolérances de chacun. En plus des acides aminés, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines animales, elles apportent aussi de la vitamine B12, ce que l'on ne trouve pas dans les végétaux sous forme active. Dans les protéines animales, on retrouve aussi du fer héminique, qui est la forme la plus biodisponible. Et on retrouve aussi de la vitamine D3. D'un point de vue nutritionnel global, on reproche aux protéines animales de contenir des graisses saturées, comme par exemple dans la charcuterie ou dans le fromage, mais aussi du cholestérol, comme dans le fromage ou dans les œufs. Ceci dit, à dose normale, ces graisses et ce cholestérol, il est nécessaire à votre organisme. Alors, concernant les protéines végétales, elles apportent des fibres et des antioxydants pour votre corps qui sont totalement absents dans les protéines animales. De plus, les oléagineux, ils apportent aussi des oméga 3 à votre corps, qui sont bons pour éviter les inflammations de l'organisme. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que finalement, les produits animaux et les produits végétaux viennent plutôt bien se compléter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité nutritionnelle d'une protéine, elle dépend de sa capacité à couvrir les besoins en acides aminés essentiels pour votre corps, mais elle dépend aussi de l'ensemble des nutriments qu'elle va apporter à votre organisme. Donc, après avoir vu ça, il semble qu'un apport le plus diversifié possible soit le meilleur pour votre organisme. Alors maintenant, on va passer plus dans l'axe protéines végétales et où trouver ces protéines végétales. Alors tout d'abord, les protéines, on les retrouve dans les céréales complètes. Par exemple, le riz, le blé, l'avoine, l'orge. Ensuite, on les retrouve aussi dans les légumineuses qui sont un apport très intéressant pour les personnes qui végétalisent leur alimentation. Donc ici, ce sont les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois. Vraiment, toutes ces légumineuses sont un apport très intéressant pour les personnes qui souhaitent végétaliser leur alimentation. Ensuite, nous avons les pseudo-céréales comme le quinoa ou le sarrasin qui font partie des végétaux qui ont cet apport d'acides aminés essentiels dans leur composition. Et pour finir, il y a tous les oléagineux comme par exemple les amandes, les noix de cajou ou encore les noix du Brésil. Alors ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que les céréales et les légumineuses, elles affichent un profil protéique complet. C'est-à-dire qu'en associant en fait les céréales et les légumineuses, vous arrivez à avoir une assiette avec des acides aminés complets. Puisque dans les céréales, il va souvent y avoir un manque de tréonine, de lysine et d'isoleucine. Et dans les légumineuses, il va souvent y avoir un manque de tryptophane, de méthionine et de cystine. Donc en fait, en associant les céréales et les légumineuses, vous arrivez à un plat complet en acides aminés. Alors les habitués le savent, lorsqu'il manque un seul acide aminé dans votre assiette, aucun des autres acides aminés ne sera correctement absorbé. C'est pourquoi on aime associer les céréales et les légumineuses ensemble. Cela permet d'apporter un profil protéique complet dans votre assiette et permet de favoriser une meilleure absorption. Par contre, si un seul acide aminé essentiel est apporté de façon trop peu importante à votre corps durant la journée, par exemple à hauteur de 30% de vos apports journaliers, et bien tous les autres acides aminés vont aussi être absorbés qu'à hauteur de 30%. Tout ceci en fait dans un but de respecter l'équilibre de votre corps. Donc il faut faire attention aux carences qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Alors maintenant, je vais revenir sur les antinutriments qui composent les protéines végétales. Donc qu'est-ce que les antinutriments? Donc tout d'abord, pourquoi une plante contient des antinutriments? Eh bien tout simplement pour se protéger, et plus exactement protéger sa descendance. En fait, quand nous consommons une céréale, une légumineuse ou un oléagineux, il s'agit toujours des graines, donc des futures plantes. Et comme la nature est bien faite, eh bien, elle a prévu de protéger ces graines et les nutriments qu'elles contiennent. Donc pour parvenir à protéger ses bébés, la plante, elle a fait preuve de beaucoup d'astuces et selon les cas, cela se manifeste de différentes manières. Donc vous avez par exemple les coques rigides pour les mettre à l'abri ou les fameux antinutriments. Donc en diminuant la digestibilité des graines, cela affaiblit la santé et la résistance de ses ennemis et les intoxique finalement petit à petit, ce qui vient réduire finalement leurs prédateurs. Ce qu'il faut noter, c'est que les variétés de céréales et de légumineuses que l'on a aujourd'hui, qui sont ultra transformées génétiquement et qui sont plus fragiles face aux attaques, sécrètent plus d'antinutriments pour se défendre. Au fil des siècles, les espèces animales, elles se sont adaptées pour venir neutraliser ces composés toxiques. Mais chez l'humain, qui est un omnivore depuis toujours, le corps n'a pas vu l'utilité de s'adapter et de se spécialiser uniquement dans le végétal. Donc il n'a pas déployé les mêmes efforts d'adaptation. C'est pourquoi on dit que la tolérance alimentaire, elle est très variable d'un individu à l'autre. Les protéines végétales, elles sont par exemple très bien protégées dans leur enveloppe fibreuse,
et elles ne seront mises à disposition que pour les personnes qui ont finalement des capacités digestives optimales. Ce que la médecine chinoise appelle aussi d'ailleurs un feu digestif fort. Et par contre, pour toutes les personnes qui souffrent de carences en enzymes digestives, cela sera mission impossible. Alors, comment contrer les antinutriments? Ce sont les petites astuces que je vais vous donner pour diminuer l'effet de ces antinutriments. Alors, je vais vous parler des antinutriments un à un et vous expliquer où est-ce qu'on les retrouve et comment faire pour les diminuer. Alors, tout d'abord, il y a les lectines. Dans les lectines, le gluten est le plus célèbre, mais ce sont des protéines qui sont quand même très répandues dans le monde végétal, y compris dans certains fruits et légumes. Donc les légumineuses, les céréales complètes, le quinoa, le sarrasin sont des protéines végétales qui contiennent toutes cet antinutriment. Alors elles agissent en se fixant sur les sucres complexes des cellules de votre intestin, mais aussi dans le cerveau, les articulations ou encore les liaisons nerveuses. Alors non seulement elles peuvent ne pas être décomposées par les enzymes digestives humaines, mais elles en réduisent aussi l'activité. Par exemple, le gluten provoquera l'hyperperméabilité intestinale s'il est apporté de manière répétée au corps. Et pour finir, les lectines, elles favorisent la résistance à l'insuline, la prise de poids, la fixation des virus et des bactéries sur nos cellules et l'inflammation chronique qui est elle-même responsable de maladies auto-immunes ou allergiques. Par contre, on sait aussi qu'à petite dose, les lectines, elles peuvent avoir un effet bénéfique pour notre corps. En fait, elles ne sont nocives que si les capacités digestives de notre corps sont déjà faibles. Elles viennent finalement favoriser cette faiblesse, ou si elles sont consommées aussi en trop grande quantité. Alors heureusement, elles sont en partie inhibées par la fermentation ou la cuisson des aliments, même si elles ne le sont pas totalement. Les produits à base de céréales qui sont seulement pré-cuites, comme par exemple les flocons d'avoine, les flocons de soja, le muesli, ou les produits à base de soja non fermenté comme le tofu par exemple, sont donc plus nocifs. Les lectines sont surtout présentes dans le son, et donc l'utilisation des céréales demi-complètes élimine un petit peu du coup ces apports en lectines qu'il y a dans les céréales complètes. L'utilisation systématique aussi du pain au levain permet de neutraliser aussi une bonne partie des lectines. Le point sur lequel je voulais revenir par contre, c'est que la germination, elle n'a pas d'effet réel sur la lectine. Ensuite, deuxième antinutriment très important qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments, c'est l'acide phytique. Donc celui-ci, il est naturellement présent dans les céréales complètes, les légumineuses ou encore les oléagineux. Alors, il vient en fait inhiber l'absorption intestinale des minéraux et des oligo-éléments. Pour les minéraux, en fait, il permet de stocker les éléments essentiels à la future plante. Mais en fait, dans le tube digestif, il continue sa fonction de chélateur de minéraux, donc il vient s'y lier et les emprisonne. Et il fait cela aussi avec les autres aliments qui auront été apportés à votre corps. Donc ces minéraux, ils s'allient avec l'acide phytique et forment finalement des phytates. Ce sont des composés qui ne pourront pas être absorbés et qui vont donc être éliminés par le corps à travers les selles. Donc ici, le zinc, le fer et le calcium sont les minéraux les plus importants concernés par cela. Ici, donc pour éviter la perte de ces minéraux, le trempage des céréales complètes au moins une nuit permettra de déclencher le processus de germination et une enzyme contenue dans l'enveloppe de la céréale, donc la phytase, est alors réactivée et va venir s'attaquer à l'acide phytique. La fermentation, elle aussi, permet de venir réactiver les phytases. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'au meilleur des cas, il ne va diminuer que de 60%. Et pour finir, les effets de l'acide phytique sont réduits lorsqu'il est accompagné de protéines animales, puisque cela va venir stimuler la sécrétion de l'acide chlorhydrique présent dans l'estomac. Ce qui prouve encore que finalement, les protéines animales et les protéines végétales travaillent très bien ensemble. Alors maintenant, quatrième et avant-dernier antinutriment que l'on retrouve dans les protéines végétales, ce sont les inhibiteurs d'enzymes digestives. Alors ici, on retrouve la trypsine, la protéase et l'amylase. Ces inhibiteurs, en fait, ils sont destinés à éliminer les prédateurs et notamment les insectes. Chez l'homme, ils sont suspectés de favoriser, voire de déclencher l'intolérance au gluten. Ils peuvent aussi accentuer la carence en acides aminés soufrés des légumineuses. Ils peuvent aussi favoriser l'épuisement de la sécrétion des enzymes digestives du pancréas. Et pour finir, entretenir la mauvaise assimilation des nutriments. Ils empêchent les enzymes digestives de remplir leur rôle et d'assurer une nutrition optimale, et notamment l'absorption des minéraux, des oligo-éléments et des vitamines. Alors ici, les blés modernes et le soja sont particulièrement concernés. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils sont plus concentrés dans les liquides. Par exemple, le tofu contient moins d'inhibiteurs de trypsine que le lait de soja. De plus, les inhibiteurs de trypsine et de protéase présents dans le soja sont plus résistants et nécessitent une cuisson particulièrement longue.
Du coup, il est mieux de consommer des produits à base de soja fermenté plutôt que de soja tout simple. Et concernant les légumineuses, il est important de les faire tremper au moins une nuit avant une cuisson longue. Et pour finir sur les antinutriments, on va parler des saponines. Alors les saponines, ce sont des antinutriments qui sont présents dans toutes les légumineuses et qui viennent irriter l'intestin. Celles-ci, elles sont sensibles à une cuisson longue, mais sans qu'on sache exactement à quel point. Par exemple, pour le soja, la fermentation semble être plus performante pour la réduction de ces antinutriments. Le quinoa aussi, qui est une pseudo-céréale, est très riche en saponines. Mais un rinçage préalable et une cuisson longue permettra d'éliminer une bonne partie de celle-ci. Là aussi, tout dépend encore une fois de la dose qui est consommée et de la fréquence à laquelle vous les consommez. Donc pour résumer tout ça, on va préférer des céréales anciennes, comme le blé ancien, le khorasan ou l'épeautre, et de préférence demi-complète au minimum. On choisira plutôt un pain au levain, qui assurera la fermentation naturelle des céréales. On évite aussi les multicéréales qui vont venir compliquer la digestion. Pour le soja, on retient que les sources de soja fermenté sont plus adaptées à notre système digestif. Les légumineuses doivent tremper au minimum une nuit avant une cuisson longue. Évidemment, on jettera l'eau de trempage. Les oléagineux seront également trempés entre 8 et 12 heures. Dans le cadre d'une alimentation diversifiée et en adoptant des techniques culinaires adaptées, les éléments nocifs présents dans les aliments ne pourront jamais être là en assez grande quantité dans votre corps pour qu'ils soient nuisibles. Et bien sûr, tout dépend aussi de la faculté digestive de chacun. Donc voilà pour ce qui est des protéines végétales. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses là-dessus. Je vous retrouve très vite avec une petite vidéo sur les profils digestifs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!